Le silence de la maison, ce soir-là, était plus lourd que d'habitude. Les tic-tac de l'horloge du salon semblaient marteler mon crâne, chaque seconde un rappel de ce que je savais. 3 ans. 3 années à avaler des pilules qui me rendaient faible, à me sentir de plus en plus fatiguée, à croire que c'était juste la vie qui me rattrapait. Mais mon corps me criait autre chose, et mon esprit, lui, avait fini par tout comprendre. Je le regardais, assis en face de moi à table, comme si de rien n'était. Il me souriait, ce sourire qui autrefois me faisait fondre, et qui maintenant me donnait la nausée. Il me parlait de sa journée, de son travail, de choses futiles. Et moi, je hochais la tête, je répondais par des monosyllabes, le cœur battant la chamade. Il ne fallait pas qu'il se doute. Jamais. J'avais mis du temps à assembler les pièces. Les maux de ventre qui venaient et repartaient, cette fatigue constante, cette impression d'être toujours un peu flou. Au début, j'avais mis ça sur le compte du stress, de l'âge qui avance. Mais quand j'ai commencé à faire des recherches, quand j'ai parlé à cet ami qui travaille à l'hôpital, le doute s'est transformé en certitude glaciale. C'était lui. Mon propre mari. Ce soir, il avait préparé un de mes plats préférés, un coq au vin mijoté avec soin. Le parfum embaumait la cuisine, un parfum qui, il y a peu, m'aurait réconforté. Maintenant, il me révulsait. Chaque ingrédient, chaque geste qu'il avait fait pour me concocter ce repas, je savais qu'il y avait une intention cachée, une malice sourde. Il me nourrissait de poison, littéralement. J'ai pris une bouchée, faisant semblant de savourer. La sauce était bonne, comme toujours. Mais mon estomac s'est noué. J'ai bu une gorgée d'eau, essayant de masquer mon malaise. Il m'a regardé, un regard plein d'une fausse tendresse. « Ça te plaît, mon amour ?» m'a-t-il demandé. J'ai souri, un sourire qui ne venait pas de mes yeux. Oui, c'est délicieux. Et dans ma tête, une seule pensée résonnait, il allait payer. Cher. La vaisselle terminée, je l'ai regardé débarrasser la table. Ses gestes étaient précis, habituels. Rien dans son attitude ne trahissait la moindre angoisse, aucune ombre ne voilait son regard quand il croisait le mien. C'était ça, le plus terrible. Cette façade de normalité, cette routine qu'il avait si bien construite, qu'il avait si patiemment entretenue pendant ces 3 longues années. Mon estomac se serrait encore, mais je le faisais taire. Il fallait tenir. Rester calme. Observer. Attendre le bon moment. Je me suis levée, prétextant une fatigue soudaine. Je vais me coucher, j'ai les yeux qui me piquent. Il m'a souri, ce sourire qui me glaçait le sang. Bien sûr, mon amour. Repose-toi bien. Je te rejoins dans un instant, je finis juste de ranger la cuisine. Sa voix était douce, mielleuse. Un poison encore plus insidieux que celui qu'il glissait dans mes plats. Je suis montée à l'étage, dans notre chambre. La pièce était plongée dans la pénombre, seulement éclairée par le faible halo de la lampe de chevet. J'ai ouvert la fenêtre. L'air frais de la nuit parisienne m'a fouetté le visage. J'ai respiré profondément, essayant de chasser l'odeur du coq au vin, l'odeur de son mensonge. J'ai regardé la ville endormie, les lumières scintillantes qui scintillaient comme des promesses trahies. Je me suis assise sur le bord du lit, mes mains tremblant légèrement. Les 3 années passées défilaient dans ma tête comme un mauvais film. Les nausées matinales, les vertiges inexplicables, cette sensation constante d'être à bout de souffle. Les médecins, les analyses, les diagnostics vagues. C'est le stress, disait-il. Tu travailles trop, ajoutait-il, avec cette fausse sollicitude qui me mettait mal à l'aise sans que je puisse expliquer pourquoi. J'avais fini par y croire. J'avais accepté cette fatalité, cette lente dégradation de mon corps. Jusqu'à ce jour. Ce jour où, par un hasard stupide, j'avais trouvé cette petite boîte de médicaments dans le fond de son armoire. Des médicaments qu'il n'était pas censé prendre. Des médicaments dont les effets secondaires correspondaient étrangement à mes symptômes. La panique m'avait saisi. J'avais commencé à chercher, à recouper. Les recherches sur Internet, les conversations discrètes avec mon amie médecin, Sophie. Elle m'avait mise en garde, mais elle n'avait pas osé croire à une telle horreur. Jusqu'à ce que je lui apporte la preuve. Une preuve irréfutable. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la commode. J'ai ouvert le tiroir du haut, là où je rangeais mes foulards en soie. Mais ce soir, ce n'était pas un foulard que je cherchais. Mes doigts ont effleuré le bois, cherchant le petit interrupteur caché. J'ai appuyé. Une minuscule lumière s'est allumée, révélant une petite cavité secrète. À l'intérieur, il y avait une petite clé en argent.
La clé de mon futur. Je l'ai prise, la serrant dans ma paume. Elle était froide, lourde de sens. C'était la clé qui allait me libérer. La clé de sa perte. J'ai refermé le tiroir, le cœur battant la chamade. Il était temps de passer à l'étape suivante. Mon plan prenait forme, précis, implacable. Il m'avait empoisonné pendant des années. Maintenant, c'était à mon tour de lui servir une leçon. Une leçon qu'il n'oublierait jamais. J'ai entendu ses pas dans l'escalier. Il était temps de jouer mon rôle. Je me suis dirigée vers le lit, me suis allongée, faisant mine de m'assoupir. J'ai fermé les yeux, mais mon esprit était en alerte. Chaque bruit, chaque mouvement, je les enregistrais. Il est entré dans la chambre. J'ai senti sa présence, l'odeur de son parfum mêlé à celle, subtile, des résidus de poison qu'il portait sur lui. Il s'est couché à côté de moi. Il a passé un bras autour de ma taille, comme il le faisait chaque soir. Son geste, autrefois réconfortant, me donnait maintenant la nausée. Je suis restée immobile, retenant mon souffle. Le jeu continuait. Et ce soir, j'avais marqué des points. Il ne se doutait de rien. Jamais. Mon sourire intérieur s'était tiré. La nuit serait longue. Mais la nuit, c'était aussi le moment où les secrets les plus sombres se révélaient. Et le sien allait bientôt éclater au grand jour. Il allait comprendre. La nuit s'étire, longue et lourde. Je sens son souffle régulier contre mon cou, son bras serré autour de ma taille. Chaque battement de son cœur contre mon dos est une insulte, une promesse de mort qu'il a murmurée chaque jour, chaque nuit, pendant ces 3 années. Je fais semblant de dormir, mais mes sens sont en alerte. L'air de la chambre est chargé de son odeur, un mélange de son eau de toilette habituelle et de quelque chose d'autre, une odeur métallique et douceâtre que je reconnais maintenant. Celle des pilules qu'il me donnait, qu'il glissait dans mon café, dans mon verre de vin. Mon estomac se retourne doucement. Je me concentre sur ma respiration, essayant de ne pas trahir la tempête qui gronde en moi. Dans ma tête, les images défilent. Le visage de Sophie, mon amie médecin, quand je lui ai montré la boîte. Son regard incrédule, puis son horreur muette quand j'ai tout expliqué. Elle avait fouillé dans ses bases de données, vérifié les molécules, les dosages. C'est une folie, tu es sûre de toi ? M'avait-elle demandé, la voix tremblante. Sûre comme je ne l'ai jamais été de rien, j'avais répondu, le cœur glacé. Elle m'avait aidé, discrètement, à rassembler des preuves. Des photos des médicaments, des notes sur les moments où je me sentais le plus mal, des analyses que j'avais réussi à faire discrètement. L'idée de la petite clé cachée dans la commode était la sienne. Tu vas avoir besoin de ça. Pour te protéger, pour te reconstruire. Et pour qu'il ne puisse plus jamais te faire de mal. Je sens son corps bouger. Il se tourne, me rapprochant encore. Je retiens un haut le cœur. Il murmure quelque chose dans son sommeil, un mot inaudible. Je me demande s'il rêve de moi, de sa victoire. S'il savoure déjà le goût de ma disparition. L'idée me donne la nausée, mais aussi une force nouvelle. Ce n'est pas une histoire de vengeance, pas vraiment. C'est une histoire de survie. Il a joué avec ma vie, avec mon corps, avec mon esprit. Il a transformé notre foyer en un champ de bataille silencieux. Et moi, j'ai été sa victime pendant trop longtemps. Je me souviens de ce jour, il y a quelques semaines, où j'avais fouillé dans son bureau. Il était parti pour la journée. J'avais trouvé un dossier, caché sous une pile de factures. Son nom était dessus, mais il ne s'agissait pas de ses affaires. Des documents bancaires, des relevés de comptes, des virements suspects. Des sommes énormes qui disparaissaient, qui allaient vers des comptes offshore. Et puis, un nom, le Corbeau. Accompagné d'une adresse, un petit immeuble dans le 13e arrondissement. Mon cœur avait fait un bond. J'avais tout photographié avec mon téléphone, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas juste moi qui l'empoisonnais. Il était impliqué dans quelque chose de bien plus sombre. L'empoisonnement n'était qu'une partie de son jeu. Son bras se desserre un peu. Je saisis ma chance. Doucement, sans faire le moindre bruit, je me dégage de son étreinte. Je me lève, mes jambes flageolent légèrement. Je marche sur la pointe des pieds vers la porte. Chaque craquement du parquet me semble assourdissant. J'ouvre la porte avec une infinie précaution, la refermant derrière moi avec un clic à peine audible. L'obscurité du couloir m'enveloppe. Je respire enfin un peu mieux. L'air ici est plus pur, moins chargé de son poison. Je descends l'escalier, mes mains agrippant la rampe. La petite clé en argent est dans la poche de mon peignoir.
Elle est froide contre ma peau. Je pense à l'adresse du 13e arrondissement. Je pense au corbeau. Je pense à ce que je vais y trouver. Ce n'est pas seulement sa vie que je vais détruire. C'est tout son monde. L'idée me donne un frisson, un mélange de peur et d'excitation malsaine. Il m'a brisé, il m'a volé 3 ans de ma vie. Maintenant, c'est mon tour. Je vais lui rendre la monnaie de sa pièce, avec les intérêts. Je me dirige vers la porte d'entrée. Mes mains tremblent un peu en attrapant les clés de ma voiture. La nuit est encore jeune. Et j'ai un rendez-vous important. Un rendez-vous qui changera tout. Je jette un dernier regard vers l'escalier, vers la chambre où il dort, paisiblement, sans se douter de rien. Un sourire amer étire mes lèvres. Il va comprendre. Bientôt, il va comprendre que le jeu qu'il a commencé est bien plus dangereux qu'il ne le pensait. Et que je suis bien plus forte qu'il ne l'a jamais imaginé. La nuit parisienne m'appelle. Il est temps de passer à l'action. La clé est froide dans ma main. Paris s'étend sous mes yeux, une mer de lumière indifférente. La nuit est un manteau épais qui cache les secrets. Mon cœur bat la chamade, un tambour fou dans ma poitrine. Je me glisse hors de l'appartement, chaque pas calculé pour ne faire aucun bruit. Les clés de la voiture dans ma poche, je descends les escaliers en me tenant à la rampe. L'air frais de la nuit me saisit, me réveille un peu plus. La voiture est garée un peu plus loin, dans une rue sombre. Je m'y engouffre, le cuir usé des sièges me rappelle d'autres époques, d'autres vies. Celle d'avant lui, celle où je ne me posais pas de questions. Cette époque me semble si lointaine, presque irréelle. Je démarre le moteur, le ronronnement familier me rassure un peu. Je quitte le quartier, les rues se font plus calmes, plus désertes. Le 13e arrondissement. Le nom résonne dans ma tête. Le corbeau. Un pseudonyme qui sent le soufre, le danger. J'avais photographié le dossier, les relevés bancaires, les virements suspects. Des sommes astronomiques qui s'évaporaient dans la nature, vers des paradis fiscaux lointains. Ce n'était pas seulement mon empoisonnement, c'était bien plus gros. Il était impliqué dans quelque chose de louche, de très louche. Et cette adresse, ce petit immeuble. C'était là que se cachait peut-être la clé de tout. Je roule doucement, le GPS m'indique le chemin. Les lumières de la ville défilent, floues. Je me sens étrangement calme, une sorte de lucidité glaciale s'est emparée de moi. L'adrénaline, sans doute. Ou peut-être juste la certitude d'être sur la bonne voie. La voie de la vérité, ou du moins, d'une partie de celle-ci. J'arrive enfin dans une rue bordée d'immeubles un peu vieillots, aux façades grises et fatiguées. Le numéro indiqué sur mon téléphone correspond à un bâtiment modeste, une porte d'entrée en métal un peu rouillée. Pas de gardien, pas de clinquant. Juste une porte. Je me gare un peu plus loin, coupe le moteur. Le silence est lourd, oppressant. J'observe les fenêtres. Certaines sont allumées, d'autres sombres. Des vies anonymes qui se déroulent derrière ces murs. Qui est ce corbeau? Un homme? Une femme? Un groupe? Et quel est le lien avec mon mari? Est-ce qu'il est juste un pion, un exécutant? Ou est-ce qu'il tire les ficelles? Les questions se bousculent dans ma tête, mais je sais que je ne trouverai les réponses qu'en entrant. Je sors de la voiture, la petite clé en argent bien serrée dans ma main. Elle est toujours aussi froide. Elle représente mon échappatoire, ma liberté. Je m'approche de la porte d'entrée. Elle est ouverte. Un courant d'air froid s'en échappe, portant une odeur de poussière et de renfermé. J'hésite une fraction de seconde. C'est le point de non-retour. Mais je ne peux plus reculer. J'ai trop souffert, trop longtemps. Il est temps de passer à l'action. Je pousse la porte et pénètre dans le hall sombre. L'odeur est plus forte ici. Je monte quelques marches d'escalier, le bruit de mes pas résonne dans le vide. Je suis seule. Ou du moins, je crois l'être. J'atteins le premier étage. Les portes des appartements sont alignées, toutes identiques. Je cherche la porte correspondant à l'adresse. Elle est là, juste en face de moi. Pas de nom, pas de numéro visible. Juste une porte en bois massif, qui semble plus solide que les autres. Je m'approche, le cœur battant. Je regarde le Judas. L'obscurité. Je frappe doucement. Pas de réponse. Je frappe un peu plus fort. Toujours rien. Je commence à douter. Et si j'avais tout imaginé? Et si ce dossier n'était qu'un coup de bluff? Non, impossible. Les documents étaient trop précis, trop détaillés. Soudain,
J'entends un léger bruit derrière la porte. Un déclic. La porte s'entr'ouvre lentement, révélant une silhouette. Un homme. Il est grand, mince, le visage dissimulé dans l'ombre. Il me regarde sans un mot. Je ne sais pas quoi dire. Mes pensées s'embrouillent. Je sors la petite clé de ma poche. Elle brille faiblement sous la lumière blafarde du couloir. Je la lui tends. C'est pour ça que je suis là, je réussis à articuler, la voix tremblante. Il prend la clé, ses doigts effleurent les miens. Un frisson me parcourt l'échine. Il me dévisage, puis se tourne et disparaît à l'intérieur, me laissant sur le pas de la porte. L'espace d'un instant, j'ai cru qu'il allait me repousser. Mais il a pris la clé. C'est le signe. Le signal qu'il m'attendait. Que mon plan pouvait enfin commencer. Les journées s'étiraient, longues et grises, comme le ciel de novembre au-dessus de notre petit pavillon de banlieue. 3 ans. 3 années à faire semblant, à sourire quand mon cœur se serrait, à rire de ses blagues quand une boule de poison me serrait la gorge. Je me sentais comme une actrice dans une pièce de théâtre dont le public, lui, ne se doutait de rien. Chaque repas était une scène, chaque conversation un dialogue appris par cœur. J'avais appris à observer, à écouter les silences, à décrypter les regards. Lui, avec son air de bon vivant, son sourire un peu trop appuyé, cachait une noirceur qui me glaçait le sang. Ce matin-là, comme tous les matins, il m'avait préparé mon café. La même tasse ébréchée, le même geste machinal. Je l'avais regardé, le visage détendu, ignorant la tempête qui faisait rage en moi. J'avais bu, avalé cette amertume qui n'était pas seulement celle du café. Une fatigue sourde m'envahissait, mais je la mettais sur le compte du stress, des soucis. Il avait souri, un sourire de prédateur satisfait. Tu as l'air un peu fatigué, mon amour. Repose-toi bien aujourd'hui. Ces mots étaient doux, mais ils résonnaient comme des menaces. Je me levai de table, le laissant seul dans la cuisine. Je filais dans le jardin, là où les rosiers commençaient à se faire rares, là où l'herbe était un peu trop haute. J'avais besoin d'air, d'espace. Je m'asseyais sur le vieux banc en bois, celui qui grinçait sous le moindre poids. Le vent frais me fouettait le visage, mais il n'arrivait pas à chasser cette sensation de froid intérieur. Je pensais à tout ce que j'avais perdu, à cette vie que j'avais cru construire. Une vie qui s'effritait, goutte à goutte, empoisonnée par l'homme que j'avais aimé. Les projets, j'en avais. Des plans pour l'avenir, pour me reconstruire, pour retrouver la lumière. Mais pour l'instant, il fallait tenir. Il fallait continuer à jouer mon rôle, à être la femme parfaite, la femme dévouée. Chaque jour était une bataille, chaque nuit une attente. J'attendais le bon moment, le moment où je pourrais enfin passer à l'acte, où je pourrais rendre la monnaie de sa pièce à cet homme. La colère montait en moi, une colère sourde, mais maîtrisée. Elle était mon carburant, ma force. Je me levais du banc, déterminée. Il fallait que je me prépare. Il fallait que je sois prête. Le chemin serait long, semé d'embûches, mais je ne reculerais pas. Jamais. J'avais trop à perdre, et surtout, j'avais une justice à rendre. Une justice lente, implacable, comme le poison qu'il m'avait administré pendant si longtemps. Je rentrais dans la maison, le cœur battant, le regard fixé sur l'avenir. Un avenir que je construirais, à ma manière. Un avenir où il n'aurait plus aucune place. La partie ne faisait que commencer, et j'étais bien décidée à la gagner. Je me regardais dans le miroir de l'entrée. Mon visage était pâle, mais mes yeux brillaient d'une détermination nouvelle. La douceur avait laissé place à une résolution de fer. Il ne savait pas encore à qui il avait affaire. Il allait apprendre. Oh oui, il allait apprendre. La porte s'est refermée derrière moi avec un bruit sourd, me laissant dans le couloir sombre. L'odeur de renfermé, de poussière et d'une chose indéfinissable, un peu métallique, flottait dans l'air. J'ai jeté un coup d'œil derrière moi. Le Judas était à nouveau noir. Personne. J'étais seule dans cet immeuble inconnu, au milieu de la nuit parisienne. Le cœur cognait dans ma poitrine, pas de peur cette fois, plutôt une sorte d'excitation nerveuse. Le type, le corbeau, il avait pris la clé. C'était la première étape. La plus délicate. Je me suis retournée vers la porte en bois massif. Elle semblait encore plus imposante dans la pénombre. Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Une cachette? Un bureau improvisé? Ou juste un appartement quelconque, comme tous les autres? J'avais passé des mois à rassembler ces informations, à croiser des données, à suivre des pistes floues. Tout ça pour arriver ici, devant cette porte.
J'ai tendu l'oreille. Rien. Pas un bruit. Juste le bourdonnement lointain de la ville, comme un souffle régulier. J'ai repensé à mon mari, à son sourire innocent quand il me servait mon café le matin. Ce café qui me vidait un peu plus chaque jour. L'image de sa tasse ébréchée me revenait en tête, ce détail insignifiant qui prenait soudain une importance terrible. Il avait le don de tout masquer, de tout rendre normal. Comme s'il vivait une double vie sans que personne ne s'en aperçoive. Mais moi, je l'avais vu. J'avais vu les chiffres sur les relevés, les virements suspects, les noms qui revenaient en boucle dans des affaires louches. Le corbeau, c'était son nom de code, son alter ego dans ce monde de requins. Et moi, j'étais tombée au milieu de tout ça, une victime collatérale de ces magouilles. Ou peut-être pas si collatérale que ça. Peut-être que mon empoisonnement faisait partie du plan. Une façon de me faire taire, de m'écarter, si jamais je découvrais trop. La clé dans ma main, je l'ai serrée fort. Elle était le symbole de mon passage à l'action. La fin de la passivité, de l'attente. J'avais passé trop de temps à subir, à faire semblant. La fatigue, la douleur, la peur. Tout ça s'était transformé en une détermination froide, implacable. Je ne cherchais pas la vengeance au sens primaire du terme. Je cherchais la vérité. Et si, au passage, il devait payer pour ce qu'il m'avait fait subir, tant mieux. J'ai poussé la porte doucement. Elle a pivoté sur ses gonds sans un grincement. L'intérieur était encore plus sombre. Une faible lumière filtrait d'une pièce plus loin. J'ai avancé à pas de loup, me faufilant dans ce lieu étranger. Des cartons empilés, des dossiers éparpillés sur une table basse. L'odeur était plus forte ici, plus concentrée. C'était une odeur de travail clandestin, de secret enfoui. J'ai aperçu un bureau, un ordinateur allumé. Sur l'écran, des lignes de code, des graphiques. C'était bien le repère du corbeau. Mon mari était vraiment mêlé à tout ça. Je me suis approchée du bureau, le cœur battant la chamade. Il y avait une photo posée là, sur le coin du bureau. Une photo de moi, souriante, prise il y a quelques années. Mon mari l'avait glissée là, comme un trophée? Ou comme un avertissement? J'ai passé ma main sur le bureau, cherchant quelque chose, n'importe quoi. Mes doigts ont effleuré une petite boîte en métal. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, des capsules. Des petites capsules blanches, identiques à celles que j'avais trouvées dans la poubelle de la cuisine, celles que j'avais fait analyser en secret. Mon sang s'est glacé. C'était la preuve ultime. Il gardait les preuves de ses crimes ici, dans son propre repère. Un bruit derrière moi. Un léger raclement. Je me suis figée. J'ai refermé la boîte doucement, la remettant à sa place. Il fallait que je sorte d'ici, vite. Mais avant, j'avais une dernière chose à faire. Je me suis dirigée vers l'ordinateur. Je ne savais pas grand-chose en informatique, mais j'avais appris quelques bases. Juste assez pour ce que j'avais en tête. Il fallait que je laisse une trace. Un message. Une promesse. J'ai posé mes doigts sur le clavier, le cœur tambourinant contre mes côtes. L'écran de l'ordinateur diffusait une lumière blafarde, éclairant mon visage tendu. Il fallait faire vite. Le moindre bruit, le moindre faux mouvement, et tout serait fini. J'ai pensé à lui, à mon mari, à son visage d'ange quand il me disait « je t'aime ». Quelle hypocrisie! Ce poison qu'il glissait dans mon café, jour après jour, c'était ça, son amour? L'image de la petite boîte en métal, remplie de ces mêmes capsules que j'avais trouvées chez nous, m'a donné la force de continuer. C'était la preuve. La preuve irréfutable de ses mensonges, de sa cruauté. J'ai cherché un moyen simple d'envoyer un message, quelque chose qui ne demanderait pas trop de connaissances techniques. J'ai ouvert un nouveau document, une page blanche prête à accueillir ma vengeance. Mes doigts ont commencé à taper, d'abord hésitants, puis avec une assurance grandissante. Je ne savais pas exactement ce que je voulais dire, mais les mots venaient, poussés par une rage sourde qui grondait en moi depuis trop longtemps. J'ai pensé à toutes ces années perdues, à cette vie que j'avais crue normale, à ce bonheur factice. J'ai pensé à la fatigue, au vertige, à cette sensation constante d'être à bout de souffle. Tout ça, c'était lui. Lui, le manipulateur, le menteur. J'ai écrit « Tu crois que je ne sais pas? Tu crois que je suis idiote ?» J'ai vu les capsules. J'ai tout vu. Mes larmes brouillaient ma vision, mais je continuais. Chaque lettre tapée était un coup porté à son château de mensonges. Tu m'as empoisonnée, tu m'as détruite lentement. Mais tu n'as pas gagné. La colère montait,
Une vague puissante qui balayait la tristesse et la peur. Je me sentais plus forte que jamais. J'ai ajouté, je sais qui tu es. Le corbeau. Ton petit jeu est terminé. J'ai imaginé sa réaction quand il trouverait ce message. La panique, la rage, peut-être même la peur. Tant mieux. Il méritait de ressentir ce que j'avais ressenti pendant toutes ces années. J'ai pensé à la photo sur le bureau, celle de moi souriante. Un trophée? Un avertissement? Peu importe. Elle allait bientôt faire partie de mes preuves. Je me suis levée brusquement, renversant presque la petite boîte en métal. Il fallait que je parte. Maintenant. J'ai jeté un dernier regard à l'écran, au message que je venais d'envoyer à une adresse anonyme que j'avais trouvée lors de mes recherches. Un contact qui pouvait m'aider. Un fantôme dans le réseau. L'idée était risquée, mais j'étais à court d'options. J'avais besoin de quelqu'un qui comprenne ce monde, qui puisse m'aider à faire tomber mon mari. J'ai refermé l'ordinateur, le bruit sec résonnant dans le silence de l'appartement. J'ai glissé la petite boîte en métal dans ma poche, un précieux butin. La clé, je l'ai laissée sur le bureau. Il saurait que j'étais passé. Il saurait que j'avais découvert son secret. La porte s'est ouverte sans un bruit. J'ai jeté un coup d'œil dans le couloir. Vide. J'ai refermé la porte derrière moi, le clic du verrou semblant sceller mon destin. Le chemin était encore long, semé d'embûches, mais j'avais fait le premier pas. La partie ne faisait que commencer. Et cette fois, c'était moi qui tenais les cartes. Le souffle court, je me suis précipitée dans les escaliers, disparaissant dans la nuit parisienne, le poids de la vérité et la promesse de ma vengeance m'accompagnant. L'air frais de la nuit m'a frappé, vivifiant mes poumons. J'ai marché d'un pas rapide, le cœur encore agité, mais l'esprit clair. Il était temps de passer à la suite. Il était temps de faire payer mon mari pour tout le mal qu'il m'avait fait. La nuit était tombée sur Paris, une chape de plomb moite qui collait à la peau. Assise à la table de la cuisine, le regard perdu dans le vide, je remâchais une pensée amère. 3 ans. 3 ans qu'il me tuait à petit feu, et moi, je faisais semblant de rien. Ce silence, cette attente, c'était devenu mon quotidien. Chaque jour, je me levais avec cette certitude glaciale, et chaque jour, je la repoussais, la rangeais au fond de moi comme on enfouit un secret honteux. Mais le poids devenait trop lourd. Ce soir-là, l'air était chargé d'une tension palpable. La lumière blafarde de la lampe de chevet jetait des ombres longues et dansantes sur les murs. J'avais passé la journée à vaquer à mes occupations habituelles, à sourire, à rire même, un rire creux qui ne trompait que moi. La routine était mon bouclier, mon camouflage parfait. Il ne se doutait de rien, ce salaud. Il pensait que je me consumais doucement, que je devenais de plus en plus faible, que ma vie s'étiolait sans que je m'en rende compte. Il avait tort. Il avait tellement tort. Je me levais, mes mouvements lents, calculés. J'ouvris le placard où étaient rangés les médicaments, ce qu'il me donnait pour mes maux de tête, pour mes petites fatigues. Chaque flacon, chaque pilule, était un symbole de sa trahison. Je les regardais, une rage sourde montant en moi. Ce n'était plus de la peur que je ressentais, mais une colère froide, implacable. Il avait joué avec ma vie, il avait joué avec mon amour, et maintenant, c'était à mon tour de jouer. Je me dirigeais vers le salon, où il était affalé dans son fauteuil, absorbé par un match de foot à la télévision. Le son du match remplissait la pièce, une musique de fond insignifiante pour le drame qui se jouait dans ma tête. Je m'assis en face de lui, le silence s'installant entre nous, un silence lourd de non-dit. Il jeta un coup d'œil distrait dans ma direction, un sourire en coin. « Ça va, ma belle ?» demanda-t-il, sans même quitter son écran des yeux. Sa voix était douce, mielleuse, comme toujours. Une voix de serpent. Je lui rendis son sourire, un sourire qui ne montait pas jusqu'à mes yeux. « Oui, mon amour. Tout va bien. » Les mots sortaient de ma bouche comme des mensonges polis, des caresses empoisonnées. Je le regardais, le visage de l'homme que j'avais aimé, l'homme qui avait juré de me protéger, et je ne voyais plus qu'un monstre. Un monstre qui, ce soir, allait devoir payer le prix de ses actes. La nuit serait longue, mais elle serait aussi la première nuit de sa fin. J'avais attendu mon heure, et elle était enfin arrivée. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'une excitation glaçante. Le jeu commençait. La soirée s'étire, lourde comme le ciel parisien avant l'orage. Je suis toujours assise face à lui, le son du match de foot à la télé comme une bande-son absurde à mon angoisse grandissante. Il ne voit rien, ce con. Il est dans son monde, persuadé que je suis à sa merci,
Une petite chose fragile qui s'étiole doucement. Si seulement il savait. La rage qui me brûle à l'intérieur n'a rien à voir avec la tristesse d'avant. C'est une colère froide, calculée. J'ai repensé à toutes ces fois où j'ai eu l'impression de suffoquer, ces vertiges qui me prenaient sans prévenir, ces nuits blanches où je me sentais vidée. C'était lui, son poison lent, sa cruauté ordinaire. Je me lève doucement, sans bruit. Il ne lève même pas les yeux. Je me dirige vers la cuisine. La lumière crue du plafonnier me fait plisser les yeux. Je me saisis d'une carafe d'eau sur le comptoir. L'eau est fraîche, limpide. Je la verse dans un grand verre. Mon regard tombe sur la petite boîte en métal, celle que j'ai trouvée cachée dans son armoire. Je la saisis, le métal froid sous mes doigts. Elle est pleine de ces petites capsules blanches, les mêmes que celles qu'il mettait dans mon café, dans mon thé, dans ma soupe. Chaque capsule, une goutte de poison, une étape de plus vers ma mort programmée. Je la glisse dans la poche de mon peignoir. Un trésor macabre. Je retourne dans le salon. Il est toujours là, le regard rivé sur l'écran, un sourire béat aux lèvres. Je m'assois sur le canapé, à quelques mètres de lui. Le silence se fait plus lourd, ponctué par les commentaires hurlés des joueurs. Je le regarde. Je le vois tel qu'il est vraiment. Un manipulateur, un tueur froid. L'homme que j'ai cru aimer pendant des années n'est qu'une façade. Une belle enveloppe qui cache un cœur de pierre. Je prends une profonde inspiration. C'est le moment. Il faut que ça se passe maintenant. Je ne peux plus attendre. La peur s'est envolée, remplacée par une détermination de fer. Je me lève et je vais vers lui. Je m'accroupis à ses côtés, mon visage à la hauteur du sien. Il tourne la tête, surpris par ma proximité soudaine. Ses yeux, d'habitude si froids, semblent un peu interloqués. « Qu'est-ce qu'il y a, ma belle ?» demande-t-il, sa voix encore empreinte de l'indifférence du match. Je lui souris. Un sourire qui ne lui dit rien de bon. Je tends la main et je caresse sa joue. Il frissonne légèrement. « Tu sais, dis-je, ma voix plus grave que d'habitude, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir. Ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi. » Il me regarde, un léger pli au front. Il ne comprend pas où je veux en venir. Tant mieux. Le suspense fait partie du jeu. J'ai pensé à nous. À notre vie. À tout ce temps passé ensemble. Et je me suis rendu compte de certaines choses. Des choses que je n'avais pas vues avant. Je me penche vers lui, mon regard plongeant dans le sien. Je sens son pouce accélérer sous ma main. La panique commence à poindre dans ses yeux. J'ai trouvé les capsules, mon amour. Son visage se décompose. Le sang quitte ses joues. Il ouvre la bouche pour parler, mais aucun son ne sort. Il est figé, pris au piège de mes mots. Oui, les petites pilules blanches. Celles que tu mettais dans mon café. Dans mon thé. Pour que je sois plus calme, plus docile. Pour que je m'affaiblisse. Je me redresse lentement, le regard fixé sur lui. Il est livide. Sa respiration est saccadée. Tu pensais que j'étais stupide, hein? Que je ne remarquerais rien. Que je finirais par disparaître doucement, sans faire de bruit. Je marche lentement vers la cuisine, puis je reviens, la carafe d'eau et le verre à la main. Je m'assois à nouveau face à lui. Tu as sous-estimé ma force, mon cher mari. Tu as sous-estimé ma volonté de vivre. Et surtout, tu as sous-estimé ma capacité à me venger. Je pose le verre sur la table basse, juste devant lui. Il le regarde comme s'il était un serpent prêt à mordre. Tu vois, j'ai compris. J'ai tout compris. Et maintenant, c'est à mon tour de jouer. Je prends la petite boîte en métal de ma poche et je la pose à côté du verre. Le cliquetis métallique résonne dans le silence tendu. Il la regarde, puis il me regarde. La terreur dans ses yeux est un spectacle exquis. Ce soir, mon amour, dis-je, un sourire glacial aux lèvres, on va finir ce que tu as commencé. Mais cette fois, c'est moi qui tiens les rênes. Il me regarde, les yeux écarquillés, le souffle court. Le silence qui s'est installé dans le salon est plus assourdissant que tous les commentaires du match réunis. Il est pétrifié, son visage blême reflétant une panique que je n'avais jamais vue chez lui. C'est le masque du prédateur démasqué, celui qui réalise que la proie s'est retournée. J'aime ça. J'aime le voir ainsi, vulnérable, pris au piège de sa propre cruauté. Je me lève lentement, faisant quelques pas vers la fenêtre qui donne sur la rue endormie. Les lumières de la ville scintillent au loin, indifférentes à ce drame intime. Je respire l'air frais de la nuit,
Un air qui contraste violemment avec l'atmosphère étouffante de la pièce. Pendant des années, j'ai respiré son poison, j'ai avalé ses mensonges, j'ai souri quand j'avais envie de hurler. Mais ce soir, c'est fini. Ce soir, le soufflet est retourné. Je me retourne et le vois toujours là, immobile, comme une statue de sel. Le verre d'eau est toujours posé sur la table basse, à côté de la petite boîte en métal. Mon trésor macabre. Je m'approche de lui, mon regard ne le quittant pas. Il tressaille à mon approche. Tu te demandes ce que je vais faire, n'est-ce pas? Ma voix est calme, presque douce, mais chargée d'une menace sourde. Il hoche la tête, incapable de parler. La terreur a mué sa langue. Tu m'as fait croire que j'étais malade, que j'étais faible. Tu as profité de ma confiance pour me droguer, pour me vider de ma force. Tu as joué avec ma vie comme on joue avec une poupée. Mais les poupées, parfois, elles se rebellent. Je m'assois en face de lui, le regard plongeant dans le sien. Je vois la peur pure, la peur de l'homme qui sait qu'il va payer. Et ça, c'est un sentiment encore plus grisant que la rage. Tu as mis 3 ans à me détruire. Il faut bien que je prenne mon temps pour te rendre l'appareil. Pas la même méthode, bien sûr. Je ne suis pas toi. Je ne suis pas un lâche qui agit dans l'ombre. Je prends le verre d'eau. Mes mains sont étonnamment stables. Je le tends vers lui. Bois, mon amour. Il me regarde, horrifié. Ses yeux supplient. Non. S'il te plaît. Tu as toujours aimé me voir souffrir, n'est-ce pas? Maintenant, c'est à ton tour. Bois. Ma voix est ferme, inflexible. La décision est prise. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Il hésite, puis, tremblant, il attrape le verre. Ses doigts s'agrippent au bord comme à une bouée de sauvetage. Je le regarde faire, mon cœur battant la chamade, un mélange étrange de satisfaction et d'une tristesse profonde. C'est la fin d'une époque, la fin d'une vie que j'avais crue normale. Il porte le verre à ses lèvres, ses yeux fixés sur les miens. Il boit. Lentement, à petites gorgées, comme s'il buvait du poison. Parce qu'il en est ainsi. C'est le poison qu'il m'a administré pendant des années, distillé dans ce verre d'eau. Le goût amer de sa propre médecine. Il repose le verre, la main tremblante. Maintenant, dis-je, me levant, nous allons attendre. Comme je l'ai fait pendant 3 ans. Nous allons attendre que les effets se fassent sentir. Et quand ils se feront sentir, tu comprendras. Tu comprendras ce que tu m'as fait subir. Je me dirige vers la porte de la cuisine. Je vais préparer un thé. Un vrai thé, sans rien dedans. Je vais m'asseoir et regarder. Regarder le monstre que j'ai épousé se débattre avec ses propres démons. La nuit sera longue. Très longue. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentirai pas seule. Je serai accompagnée par la justice. Sa justice à lui. Je le regarde, le verre à moitié vide sur la table basse. L'eau a peut-être perdu de sa fraîcheur, mais elle a gardé sa puissance. Lui, il est affaissé sur le canapé, les épaules voûtées, le regard perdu dans le vide. Les commentateurs du match, tout à l'heure si bruyants, sont devenus un murmure lointain, une bande-son anecdotique à ce drame silencieux. J'ai préparé mon thé dans la cuisine, le bruit de la bouilloire sifflant comme un oiseau blessé. J'ai choisi une tasse que j'aime bien, une de celles avec des petites fleurs bleues, un reste de notre vie d'avant, quand tout semblait encore possible. Je l'ai fait infuser doucement, sentant l'arôme familier se répandre dans l'air. Pas de sucre, pas de lait. Juste le thé, pur, comme la vérité qui vient de éclater au grand jour. Je retourne dans le salon, ma tasse fumante à la main. Il ne bouge pas. Il est comme pétrifié, prisonnier de ses propres pensées, de la panique qui doit le ronger de l'intérieur. Je m'assieds dans le fauteuil en face de lui. La distance entre nous un gouffre béant. Je prends une gorgée de thé, savourant la chaleur qui me réchauffe de l'intérieur. C'est un réconfort étrange, presque coupable, après ce que je viens de faire. Mais j'en ai besoin. J'ai besoin de me sentir vivante, de sentir mon corps réagir, de sentir que je suis encore là, bien présente. Les minutes s'étirent, lourdes. Le silence est assourdissant. J'entends sa respiration, rauque, saccadée. Je vois ses mains trembler sur ses genoux. Il jette des regards furtifs vers le verre d'eau, puis vers moi. Ses yeux, d'habitude si calculateurs, sont maintenant emplis d'une terreur primitive. Il comprend. Il sait que ce n'est pas une blague, pas une scène. C'est réel. C'est sa punition. Je me souviens de ces moments où je me sentais si mal, ces vertiges inexplicables, cette fatigue chronique qui me rongeait.
Je pensais que c'était le stress, la vie, la déprime. Je ne pensais jamais à lui, jamais. Il était mon roc, mon amour, mon tout. Quelle naïveté. Quelle cruauté de sa part de m'avoir fait croire ça, de m'avoir laissé me débattre dans mon propre mal-être, sachant pertinemment la cause. Il s'amusait de ma faiblesse, il savourait mon lent déclin. Un hoquet lui échappe. Il porte une main à sa gorge, comme s'il avait du mal à respirer. Le visage devient de plus en plus pâle, tirant vers le gris. Les traits se décomposent. C'est le début, je le sais. Les effets du poison, ce qu'il m'a infligé pendant si longtemps, vont maintenant se retourner contre lui. La nausée doit le gagner, les crampes à l'estomac, les sueurs froides. C'est exactement ce que je ressentais, mais amplifié, multiplié par la peur et la culpabilité. Je pose ma tasse sur la petite table d'appoint. Je ne ressens aucune joie à le voir ainsi. Juste une immense lassitude, une tristesse infinie pour la vie que nous aurions pu avoir, pour l'amour que j'avais cru sincère. C'est un sentiment amer, comme le goût du thé que je viens de boire. La justice est faite, oui, mais à quel prix? J'ai perdu une partie de moi-même dans ce combat. J'ai dû devenir comme lui, froide, calculatrice, impitoyable. Il se penche en avant, le dos courbé, la tête entre les mains. Il gémit doucement. Un son plaintif, animal. Je le regarde, sans aucune pitié, mais sans aucune haine non plus. Juste un regard vide, celui de quelqu'un qui a traversé l'enfer et qui en est revenu, transformé. Il n'y a plus de femme fragile et naïve. Il y a une survivante. Une femme qui a appris à ses dépens que le plus beau des sourires peut cacher le cœur le plus noir. La nuit est encore longue. Je sais qu'il va souffrir. Je sais qu'il va regretter. Mais il ne pourra jamais revenir en arrière. Il a joué avec le feu, et maintenant il se brûle. Je me lève, ma tasse vide à la main. Je retourne dans la cuisine. Je vais la laver. Je vais ranger la petite boîte en métal. Je vais essayer de retrouver un semblant de normalité, même si je sais que rien ne sera plus jamais comme avant. Je vais m'asseoir sur le balcon, respirer l'air frais de Paris, et attendre le lever du soleil. Un nouveau jour commence, un jour sans lui, un jour de liberté reconquise. La vengeance est un plat qui se mange froid, dit-on. Le mien est servi. Et il a un goût amer, mais nécessaire. La paix que je ressens n'est pas la joie, c'est plutôt le soulagement. Le soulagement d'en avoir fini. Le soulagement d'être enfin libre. Les premières lueurs de l'aube commencent à poindre sur les toits de Paris. L'air est encore frais, mais il porte déjà la promesse d'une journée nouvelle. Je suis assise sur le balcon, ma tasse de thé vide posée à côté de moi. La nuit a été longue, interminable. Je n'ai pas dormi. Comment aurais-je pu? Chaque seconde était une éternité suspendue à l'attente. J'ai vu les premières lueurs, et avec elles, une sorte de calme étrange m'a envahi. Ce n'est pas la joie, loin de là. C'est plutôt la quiétude qui suit la tempête, le silence après le vacarme. Je jette un regard vers la chambre. La porte est fermée. Je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Je n'ai pas voulu savoir. Le son de sa respiration, d'abord rauque, puis de plus en plus faible, s'était estompé au fil des heures. J'ai préféré ne pas aller voir. J'ai préféré rester ici, sur ce balcon qui surplombe la ville, à regarder le ciel changer de couleur. J'ai préféré me concentrer sur le goût du thé, sur la sensation du froid sur ma peau, sur le bruit lointain des premières voitures. Il y a 3 ans, j'étais une autre femme. Une femme naïve, aveugle, enfermée dans une cage dorée sans même m'en rendre compte. Je pensais que nos dîners romantiques, nos week-ends à la campagne, nos projets d'avenir étaient le reflet d'un amour sincère. Je me trompais lourdement. Derrière le sourire de mon mari, derrière ses mots doux, se cachait un monstre. Un prédateur qui s'est nourri de ma confiance, de ma vulnérabilité. Il m'a vidé, petit à petit, sans que je ne comprenne rien. Les vertiges, la fatigue, les nausées. Je mettais tout sur le compte du stress, de la vie parisienne, de la pression au travail. Jamais je n'aurais imaginé qu'il puisse me faire du mal. Jamais. Et puis, un jour, j'ai trouvé. Par hasard. Une petite boîte en métal, cachée au fond de son armoire. À l'intérieur, des sachets. J'ai compris. J'ai mis du temps à accepter, à réaliser l'horreur. Mais une fois que la vérité a éclaté, une autre femme est née en moi. Une femme déterminée, froide, prête à tout pour se venger. J'ai passé des mois à préparer mon coup. J'ai étudié ses habitudes, j'ai appris à connaître les effets de ce poison qu'il utilisait.
J'ai attendu le bon moment, le moment où je pourrais frapper fort, le moment où il ne pourrait plus se dérober. Ce soir, ce moment est arrivé. J'ai agi. J'ai fait ce que j'avais à faire. Il n'y a pas de fierté dans mon cœur, juste un immense soulagement. Le poids qui pesait sur mes épaules depuis des années s'est enfin envolé. Je me sens légère, libre. Je me lève et je m'étire, comme un chat qui sort de sa léthargie. L'air frais me revigore. Je regarde une dernière fois la chambre, puis je me retourne. Je ne vais pas rester ici à attendre. Je vais sortir. Je vais marcher dans les rues de Paris, retrouver la ville que j'aime, la ville qui m'a vu renaître. Je descends les escaliers, le bruit de mes pas résonnant dans le silence de l'appartement. Je n'ai rien pris. Pas de sac, pas de téléphone. Juste moi, mes pensées, et la promesse d'un nouveau départ. Je passe devant la porte de la chambre une dernière fois. Je n'entends plus rien. Le silence est total. Je sais que je ne le reverrai plus jamais. Et étrangement, cela ne me fait rien. La femme qu'il aimait est morte il y a longtemps. Il ne reste que la survivante. Celle qui a traversé l'enfer et qui en est ressortie plus forte. J'ouvre la porte d'entrée et je sors dans la rue. Le soleil commence à monter, illuminant les façades haussmanniennes. L'odeur des croissants chauds flotte dans l'air. C'est une odeur de vie, de normalité. Je respire profondément, savourant cet instant. Ma vengeance est accomplie. Elle a un goût amer, oui, mais c'est le goût de la liberté. Le goût de la vie retrouvée. Je marche d'un pas léger, sans but précis, me laissant porter par l'énergie de la ville. Il y a tant à faire, tant à redécouvrir. J'ai perdu 3 ans de ma vie, mais j'ai gagné une éternité. Une éternité pour être moi-même, enfin. Je ne regrette rien. Chaque étape, chaque mensonge, chaque souffrance m'a mené ici, à ce matin radieux, à cette liberté nouvelle. La ville s'éveille, et moi avec elle. Le chapitre de la souffrance est clos. Place à la vie. Le soleil se lève sur Paris, et je suis déjà dehors. Les pavés sont encore frais sous mes pieds nus. Je n'ai pas pris de chaussures, pas pris de sac, rien. Juste moi, mes pensées, et cette liberté nouvelle qui me donne des ailes. L'air sent bon le pain chaud, les viennoiseries qui sortent des boulangeries. C'est le bruit de la ville qui se réveille, un murmure rassurant après le silence assourdissant de la nuit. Je marche sans but, le long de la Seine. Les péniches dorment encore, amarrées tranquillement. Les touristes ne sont pas encore là. C'est mon Paris à moi, le Paris des lève-tôt, celui qui ne se montre qu'à ceux qui osent sortir avant tout le monde. Je repense à cette nuit. À lui. Au silence qui s'est installé dans l'appartement après. Après tout. Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas voulu savoir les détails. Le son de sa respiration qui s'éteint, c'était suffisant. C'était la fin d'un cauchemar, le début d'une nouvelle vie. Une vie que j'ai dû reconquérir, pas à pas, avec une patience d'ange et une rage de lionne. 3 ans. 3 années à me sentir vidée, malade, à croire que c'était moi le problème. À me demander ce que j'avais fait de mal pour mériter ça. Et lui, avec son sourire, ses caresses, il me regardait s'affaiblir. Il s'en nourrissait. Quelle horreur! J'ai trouvé cette petite boîte. Un coup de chance, un coup de folie. J'ai ouvert son armoire, cherchant une vieille photo, un souvenir. Et là, cachée derrière des pulls, cette boîte en métal. J'ai ouvert, j'ai vu les sachets. J'ai compris. Le sang s'est glacé dans mes veines. Tout s'est mis en place. Les vertiges, la fatigue, les malaises constants. Ce n'était pas le stress, pas la vie parisienne. C'était lui. Mon amour, mon mari. Le monstre. Il m'a fallu du temps pour digérer. Pour accepter. Pour transformer la peur en colère, la tristesse en détermination. J'ai passé des mois à observer, à apprendre. À connaître les effets de ce poison qu'il utilisait. J'ai noté ses habitudes, ses moments de faiblesse. J'ai attendu le bon moment. Le moment où je pourrais frapper, sans qu'il puisse se défendre, sans qu'il puisse comprendre. Ce soir, c'était ce moment. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je ne ressens pas de joie. Pas de triomphe. Juste un immense soulagement. Comme si on m'avait retiré un poids énorme des épaules. Le poids de la peur, de la dépendance, de la trahison. Je suis légère. Je me sens vivante. Vraiment vivante. Pour la première fois depuis des années. Je m'assois sur un banc, face à la tour Eiffel qui se dessine dans le ciel qui s'éclaircit. Les péniches commencent à s'animer, les premiers joggeurs passent.
La vie reprend ses droits. Ma vie aussi. Je me regarde les mains. Elles ne tremblent plus. Elles sont calmes. Elles ont agi. Elles ont fait ce qu'il fallait. Je me souviens de sa tête, quand il a compris. La panique dans ses yeux. La terreur. Il ne s'attendait pas à ça. Personne ne s'attendait à ça. Lui, le maître du jeu, le manipulateur. Il a cru pouvoir jouer avec moi, me briser à petit feu. Il s'est trompé. J'ai appris. J'ai grandi dans cette souffrance. J'en suis sortie plus forte. Plus déterminée. J'ai le ventre qui gargouille. Il est temps de manger. De prendre soin de moi. De retrouver des forces. Je vais aller dans une petite brasserie, commander un bon café et un croissant. Puis, je verrai. J'ai toute la vie devant moi. Une vie que j'ai arrachée des griffes de la mort. Une vie que je vais vivre pleinement. Sans peur, sans regret. Je me lève du banc. Le soleil tape doucement sur mon visage. C'est une sensation agréable. Une sensation de renouveau. Je n'ai plus rien à voir avec la femme que j'étais il y a 3 ans. Cette femme est morte. Elle est partie avec lui. Je suis une autre. Une survivante. Une femme libre. Je marche vers le quartier du Marais. Je vais me perdre dans ces rues charmantes, découvrir des boutiques, des galeries. Je vais me redécouvrir. J'ai tant de choses à rattraper. Tant de joie à vivre. Le chemin a été long, douloureux. Mais il m'a mené ici. À ce matin radieux. À cette liberté retrouvée. La ville est belle. La vie est belle. Et je suis prête à en profiter. Chaque instant. Chaque souffle. Mon histoire n'est pas finie. Elle commence. Maintenant. Les pavés de Paris sont encore frais sous mes pieds. Pas de chaussures, pas de sac, juste moi, mon corps libéré et la ville qui s'éveille doucement. L'odeur du pain chaud, des croissants tout juste sortis du four, ça me rappelle que la vie continue. Elle continue, même après ce qu'on a vécu. Surtout après. Je marche le long de la Seine. Le soleil commence à lécher les façades. Les péniches dorment encore, tranquilles. Pas encore de touristes qui se bousculent pour une photo. C'est mon moment, le mien. Le Paris secret des lève-tôt. J'aime ça. La nuit a été longue, j'ai pas dormi une seconde. Comment j'aurais pu? Le silence dans l'appart. C'était le silence définitif. J'ai entendu sa respiration s'arrêter. Pas besoin de voir. J'ai su. C'était fini. Le cauchemar prenait fin, et ma nouvelle vie commençait. Une vie que j'ai dû reconstruire, morceau par morceau, avec une patience de sainte et une colère de déesse. 3 ans. 3 ans à me sentir mal, à croire que j'étais la seule coupable. À me demander ce que j'avais fait pour mériter ça. Et lui, mon amour, mon mari, il me regardait s'étioler. Il aimait ça, le salaud. Se nourrir de ma faiblesse. Quelle horreur. Puis, cette boîte. Un coup de bol, un coup de tête. J'ouvrais son armoire, je cherchais une vieille photo, un souvenir. Et là, caché derrière des pulls, cette boîte en métal. J'ai ouvert. Les sachets. J'ai compris. Le sang s'est figé dans mes veines. Tout s'est aligné. Les vertiges, la fatigue, ces nausées permanentes. C'était pas le stress. C'était lui. Mon mari. Le monstre. Ça m'a pris du temps pour avaler la pilule. Pour accepter. Pour transformer la peur en rage, la tristesse en détermination. J'ai passé des mois à l'observer, à apprendre. À savoir ce que faisait ce poison. J'ai noté ses habitudes, ces moments où il était moins vigilant. J'ai attendu le bon moment. Le moment où je pourrais frapper, sans qu'il puisse se défendre, sans qu'il puisse comprendre. Ce soir, c'était le moment. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je ne ressens pas de joie, pas de victoire. Juste un immense soulagement. Comme si on m'avait enlevé un poids énorme des épaules. Le poids de la peur, de la dépendance, de la trahison. Je suis légère. Je me sens vivante. Vraiment vivante. Pour la première fois depuis des années. Je m'assois sur un banc, face à la tour Eiffel qui se découpe dans le ciel qui s'éclaircit. Les péniches commencent à bouger, les premiers joggeurs passent. La vie reprend son cours. Ma vie aussi. Je regarde mes mains. Elles ne tremblent plus. Elles sont calmes. Elles ont agi. Elles ont fait ce qu'il fallait. Je me souviens de son regard quand il a compris. La panique dans ses yeux. La terreur. Il ne s'attendait pas à ça. Personne ne s'attendait à ça. Lui,
le maître du jeu, le manipulateur. Il pensait pouvoir jouer avec moi, me détruire doucement. Il s'est trompé. J'ai appris. J'ai grandi dans cette souffrance. J'en suis sortie plus forte. Plus décidée. Mon ventre gargouille. Il est temps de manger. De prendre soin de moi. De reprendre des forces. Je vais aller dans une petite brasserie, commander un bon café et un croissant. Et après, je verrai. J'ai toute la vie devant moi. Une vie que j'ai arrachée des griffes de la mort. Une vie que je vais vivre à fond. Sans peur, sans regret. Je me lève du banc. Le soleil tape doucement sur mon visage. C'est une sensation agréable. Une sensation de renouveau. Je n'ai plus rien à voir avec la femme que j'étais il y a 3 ans. Cette femme est morte. Elle est partie avec lui. Je suis une autre. Une survivante. Une femme libre. Je marche vers le quartier du Marais. Je vais me perdre dans ces rues charmantes, découvrir des boutiques, des galeries. Je vais me redécouvrir. J'ai tant de choses à rattraper. Tant de joie à vivre. Le chemin a été long, douloureux. Mais il m'a mené ici. À ce matin radieux. À cette liberté retrouvée. La ville est belle. La vie est belle. Et je suis prête à en profiter. Chaque instant. Chaque souffle. Mon histoire n'est pas finie. Elle commence. Maintenant. Je passe devant une vitrine de boulangerie. L'odeur des madeleines me rappelle mon enfance. Un petit flash, une image rapide. Un moment de bonheur simple, avant que tout bascule. Je souris. C'est ça, la vie. Des hauts, des bas. Des moments sombres, des lumières qui reviennent. Je continue ma marche, sans but précis. Les gens se pressent, chacun dans sa bulle. Moi, je suis là, présente. Entière. J'ai traversé l'enfer, et j'en suis sortie indemne. Plus que indemne, je suis plus forte. Je me souviens de ces derniers instants. Pas de peur, pas de remords. Juste une sorte de surprise dans ses yeux. Comme s'il ne comprenait pas. Il n'avait jamais imaginé que je puisse lui faire ça. C'est ça, le pire. Cette conviction qu'il avait de sa supériorité, de son pouvoir sur moi. Il s'est trompé. Je m'arrête devant une petite place, encore déserte. Je respire profondément. L'air est frais, vivifiant. Je me sens connecté à la ville, à ses énergies. J'ai envie de tout recommencer. De zéro. J'ai une pensée pour ma mère. Elle aurait été fière de moi. Elle qui a toujours dit que j'étais trop fragile, trop naïve. Elle avait raison. Mais la fragilité, ça peut se transformer en force. Il suffit d'une étincelle. Et la mienne, elle a brûlé fort. Je reprends ma marche, le soleil monte dans le ciel. La journée s'annonce belle. Une belle journée pour une nouvelle vie. Une vie que je vais construire, à mon image. Sans personne pour me dicter ma conduite, sans personne pour me faire du mal. Je me sens légère comme une plume. Le poids de ces 3 années s'est envolé. J'ai le droit d'être heureuse. J'ai le droit de vivre. Et je vais le faire. Avec toute la passion et la détermination dont je suis capable. Le Marais m'attend. Ces ruelles, ces trésors cachés. C'est là que je vais me perdre un peu, me retrouver un peu. Et puis, je verrai. L'avenir est un livre ouvert. Et je suis prête à écrire la suite. Une suite qui sera belle, je le sens. Une suite à ma mesure. La vie est belle. Et je suis prête à la croquer à pleines dents. Je marche. Sans but, oui, mais avec une direction quand même. Le Marais. J'ai besoin de ce dédale de rue, de ces façades anciennes qui ont vu passer tant de vies, tant d'histoires. J'ai besoin de me perdre pour mieux me retrouver. Mon ventre gargouille encore un peu, mais c'est un gargouillis de vie, pas de maladie. Un son que je n'avais plus entendu depuis des lustres. Je passe devant une petite librairie. L'odeur du papier vieilli, mêlée à celle du café, me rappelle une époque. Une époque où je passais des heures à flâner, à rêver. Avant que la réalité ne devienne un piège si lourd. Je m'arrête devant une vitrine. Des robes légères, des couleurs vives. Tout ce qui me manquait. J'ai envie de me jeter dedans, de tout acheter. De me refaire une garde-robe, une nouvelle peau. Mais je n'ai rien sur moi. Pas un sou. Juste les vêtements que je porte, ceux qu'il avait choisis pour moi, sans doute. Des couleurs ternes, des coupes informes. C'est la première chose que je vais changer. Dès que je pourrai. Je continue ma route. Les gens se croisent, s'ignorent. Chacun dans sa bulle.
Moi aussi, j'étais dans ma bulle. Une bulle de souffrance, de peur. Mais aujourd'hui, ma bulle a éclaté. Et je respire. Je respire l'air de Paris, un air qui sent la liberté. Je vois des couples, des familles. Je ne ressens pas de jalousie. Juste une sorte de mélancolie passagère. C'est une vie que j'ai failli perdre. Une vie que j'ai dû reconquérir. Je me souviens de lui. De son regard, la dernière fois. Ce n'était pas de la peur, pas vraiment. C'était de la surprise. Comme s'il ne comprenait pas comment j'avais pu le déjouer. Lui, le grand manipulateur, le maître de son petit jeu. Il pensait que j'étais faible, qu'il pouvait me briser sans conséquence. Il s'est planté. La douleur, elle m'a endurci. Elle m'a donné la force de me battre. Je m'assois sur un banc, dans une petite cour intérieure, à l'abri du tumulte. Le soleil filtre à travers les feuilles des arbres. C'est paisible. Je ferme les yeux. Je respire. Je me sens légère. Vraiment légère. Comme si un poids énorme venait de disparaître. Le poids de ces 3 années de mensonges, de faux semblants. Le poids de sa présence étouffante. J'ai fait ce que j'avais à faire. Sans haine, sans joie. Juste avec la nécessité. La nécessité de survivre. De me sauver. Et maintenant, je suis là. Debout. Vivante. Plus vivante que jamais. J'ai le droit de recommencer. De zéro. J'ai le droit d'être heureuse. J'ai le droit de vivre ma vie, comme je l'entends. Je pense à ma mère. Elle aurait été fière de moi. Elle qui me disait toujours que j'étais trop naïve, trop fragile. Elle avait raison, j'étais fragile. Mais la fragilité, ça peut se transformer. Ça peut devenir une force. Il suffit d'une étincelle. Et la mienne, elle a allumé un feu. Je me lève. Le soleil est plus haut dans le ciel. La journée avance. Il est temps de trouver un endroit pour manger. Un vrai repas. Pas un truc avalé à la va-vite, en me sentant coupable. Je vais trouver une petite brasserie sympa, commander un plat qui me fait envie. Et puis, je verrai. J'ai toute la vie devant moi. Une vie que je vais construire, à mon image. Sans personne pour me dire quoi faire, sans personne pour me faire du mal. Je reprends ma marche, le cœur léger. Le marais s'ouvre à moi, ses ruelles charmantes, ses trésors cachés. Je vais me perdre un peu, me retrouver un peu. Je vais découvrir de nouvelles choses, de nouvelles envies. Je vais me redécouvrir. J'ai tant à rattraper. Tant de joie à vivre. Le chemin a été long, douloureux. Mais il m'a mené ici. À ce matin radieux. À cette liberté retrouvée. La ville est belle. La vie est belle. Et je suis prête à en profiter. Chaque instant. Chaque souffle. Mon histoire n'est pas finie. Elle commence. Maintenant. Je sens une énergie nouvelle me parcourir. Une énergie brute, puissante. C'est la vie qui reprend ses droits. Ma vie. Je suis une survivante. Une femme libre. Et je vais croquer la vie à pleines dents. Je souris. C'est le début. Mon début. C'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez votre like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci. Laissez votre commentaire en disant ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Rappelez-vous que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous aimerez regarder. Entrez simplement dans notre chaîne que je vous garantis que vous aimerez. Jusqu'à la prochaine vidéo.